Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver au rendez-vous dans notre émission En débat. Depuis une semaine, vous êtes nombreux à suivre sur KTO toutes les facettes du voyage de Léon XIV en Espagne et ce soir, nous reviendrons sur l'étape des Canaries où le pape a eu des mots très forts sur les migrants. Citons ces mots: « Quel monde avons-nous construit si tant de frères doivent risquer la mort pour trouver la vie ?» Voilà la question que pose le pape aux fidèles catholiques comme aux responsables politiques. Et cette question, il la pose précisément au moment où l'Union européenne durcit ses règles pour mieux contrôler ses frontières. Alors, l'Europe ne doit plus être une passoire, c'est ce que disent les uns. La Méditerranée ne doit pas être un mouroir, c'est ce que répondent les autres. Qu'en est-il vraiment ? Nous en débattons avec François Héran, Didier Leschi et Valérie Régnier. François Héran, bonjour. Vous êtes sociologue, anthropologue, démographe et vous avez été longtemps titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France. Valérie Régnier, bonjour, bonsoir. Vous êtes une habituée des plateaux de KTO et vous êtes présidente de la communauté de Sant'Egidio pour la France. Bonsoir Didier Leschi. Bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire et vous dirigez, directeur général, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors c'est forcément vers vous que je me tourne immédiatement pour commencer cette émission. Aujourd'hui même, entre en vigueur le pacte pour les migrations, le pacte européen sur la migration et l'asile, qui renforce les contrôles, une politique répressive. Dites-nous en un mot, qu'est-ce que ça change, ce pacte européen sur la migration et l'asile qui rentre en vigueur aujourd'hui ? Alors ce pacte est le fruit d'un compromis entre des États, un compromis qui a mis du temps à aboutir et qui vise à renforcer les moyens de l'ensemble des États, à la fois dans la répartition de la demande d'asile et ce qu'on appelle le mécanisme Dublin, c'est-à-dire d'éviter que certains pays se retrouvent plus que d'autres dans la nécessité d'accueillir ceux qui en ont besoin, et en même temps la mise en place de mécanismes de répartition qui a beaucoup fait discuter, c'est-à-dire de 30 000 personnes qui, en cas d'afflux important sur l'Union européenne, pourraient être réparties dans les différents pays de l'Union. Vous savez que c'est ça qui a été le plus discuté, puisque certains pays refusent toujours d'accueillir des personnes et préfèrent payer la pénalité qui est prévue de 20 000 euros par personne. Ils devront les accueillir dorénavant ? Alors, ils devront les accueillir. S'ils ne les accueillent pas, ils devront payer. Mais vous savez que l'Union européenne, c'est un mécanisme très compliqué, avec des rapports de force constants. Mais l'enjeu, en particulier pour l'ensemble des États, c'est de mieux maîtriser la nécessité de renvoyer dans leur pays d'origine ceux à qui on n'a pas on n'a pas accordé un titre de séjour pour X ou X raisons, sachant que la caractéristique de l'Union européenne depuis le début du siècle, c'est d'être une zone qui a beaucoup accueilli en demandeurs d'asile, avec des pays qui l'ont plus accueilli que d'autres et qui ont été à la pointe de la discussion de ce pacte. Et Didier Leschi, vous en faites une présentation, je dirais pas lénifiante, mais très tranquille de ce pacte, mais c'est quelque chose quand même d'assez dur, prise d'empreinte digitale. J'ai sous les yeux la circulaire du ministre de l'Intérieur, elle date du 10 juin, donc il y a 2 jours, la circulaire du ministre de l'Intérieur pour la mise en œuvre de ce pacte européen sur la migration et l'asile, prise d'empreinte digitale, mise en cause finalement de la procédure d'asile. On peut dire peut-être que jusqu'à présent, un demandeur d'asile se rendait dans le pays et faisait sa demande. Aujourd'hui, l'idée c'est de les arrêter à la frontière, c'est ça? J'ai bien compris? Pas exactement, non. D'abord, la prise d'empreinte existait déjà pour les demandeurs d'asile. On avait ce qu'on appelle le système Eurodac. Là, ce que rajoute le pacte, c'est qu'on va aussi prendre les empreintes de ceux qui sont en situation irrégulière, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, en tout cas pas dans ce système d'information. Les enfants à partir de 6 ans seront aussi répertoriés. Il y a une obligation pour toutes les personnes d'avoir une obligation de quitter le territoire, mais c'était déjà dans les textes européens, il y a l'idée de systématiser cela. Il n'y a pas l'idée d'empêcher l'accès à la demande d'asile. Il y a le fait que dans la demande d'asile, les procédures seront plus ou moins accéléré, comme on dit, en fonction de l'origine des personnes, du point de vue des nationalités, et avec un mécanisme qui, effectivement, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en France, peut être beaucoup plus contraignant, puisque l'ensemble des nationalités où le taux de protection au niveau européen est inférieur à 20%, se verront mettre dans une procédure accélérée avec des délais de recours qui seront plus courts. Mais ce texte n'empêche pas le dépôt de la demande d'asile.
Valérie Régnier, vous avez mis en place, avec la communauté de Sant'Egidio, des accords avec les pouvoirs publics, ce qu'on appelle les couloirs humanitaires. Avant de prendre l'antenne, vous me disiez que vous aviez même renouvelé cet accord avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est donc des accords qui transcendent les débats politiques. En fait, vous essayez de faire venir des migrants de manière légale et ordonnée. Alors, la lutte contre l'immigration illégale, ça vous va? Vous êtes d'accord avec cette politique? C'est nécessaire? Alors, c'est plus compliqué que ça. En fait, nous, quand on a commencé les couloirs humanitaires il y a 10 ans, c'était pour répondre au pape François qui allait à Lampedusa et qui dénonçait la mondialisation de l'indifférence. Aujourd'hui, pape Léon dénonce la mondialisation de l'impuissance. Et pour rejoindre ce que dit M. Leski d'une autre manière, pourquoi l'impuissance? Parce qu'on a l'impression quand même depuis l'an 2000 que toutes ces lois arrivent, il y en a quand même une ou deux par an, et on a l'impression qu'il y a une surenchère, tout se durcit toujours, et c'est un peu un aveu quand même d'inefficacité, d'impuissance face à la migration, dans le sens où la mondialisation de la différence et la mondialisation de la puissance, c'est quoi? C'est ce que disait Pape Léon hier, c'est-à-dire on reviendra un peu plus tard sur les propos du pape. Et donc les couloirs humanitaires, c'est cela, c'est une réponse pour des voies sûres et légales face à ces voyages en Méditerranée qui sont indignes et insupportables à la vue de tous, j'espère pas seulement à la vue des chrétiens. François Héran, vous dirigez l'Institut Convergence Migration, mais vous avez été aussi pendant plusieurs années professeur au Collège de France, et j'ai relu votre leçon inaugurale. Normalement, je suis un bon élève, hein, je l'ai relu pour préparer cette émission. Vous dites qu'on a une gestion, au fond, on a une gestion juridique aujourd'hui de la question migratoire, si je vous ai bien lu, juridique ou judiciaire. Est-ce que cette approche toujours plus répressive par des mesures de plus en plus contraignantes, ça peut résoudre le problème, la question qui est posée de cette immigration droit d'asile de plus en plus important, immigration illégale. Alors toute immigration est illégale quand les migrants arrivent une première fois sans visa, mais... Là, il faut d'abord rappeler que la probabilité de tomber sur le versant illégal plutôt que le versant légal, c'est une ligne de crête extrêmement aléatoire. Je prends le cas des Afghans, elle n'existe plus, une voie légale de demande de visa d'asile auprès du consulat de France à Téhéran, maintenant un peu à Karachi, mais c'est fini maintenant, puisque les relations de la France avec l'Iran se sont tellement dégradées que le consulat n'est même plus physiquement accessible. Et donc le consul ne peut plus rien faire. Mais il y avait déjà une espèce de procédure de sélection qui anticipait celle de l'OFPRA pour obtenir ce visa d'asile. Il fallait attendre longtemps, il fallait attendre 4 mois, et puis une fois qu'on avait l'accord, il fallait encore attendre 3 mois que les services de sécurité de Paris donnent leur accord, etc. Ça, c'est fini. Nous avons réussi à accueillir 2 Afghanes il y a 1 an via le Pakistan. Voilà, c'est donc mais c'est extrêmement difficile d'aller à Karachi, etc. Donc, du coup, on s'étonne toujours qu'il y ait des Afghans qui se présentent dans le Calaisis, au bord de la Manche, ou qui se présentent au col franco-italien, etc. Mais la probabilité pour eux, suivre la voie illégale, traverser les frontières clandestinement, c'est beaucoup plus simple et plus rapide que d'attendre ces énormes délais. Et je le dis souvent, la procédure légale, elle est en fait pleine d'aventures. Il faut payer, acheter les passeports, acheter tous les passages, etc. Et l'aventure est elle-même aussi très procédurière, avec toutes sortes de droits de péage à acquitter. Donc c'est l'idée qu'il y aurait 2 espèces d'humanité, celle qui respecte la loi et celle qui ne la respecte pas. L'immigration légale, l'immigration illégale. Que ça fait 2 espèces d'hommes, que les uns sont des honnêtes gens et les autres violent la loi, idée qui a complètement animé les débats sur la loi Darmanin. Et la droite sénatoriale était tout entière dans cette vision binaire. C'est une idée qui est contraire aux réalités les plus concrètes. Est-ce que c'est l'idée qui sous-tend ce pacte européen sur l'immigration et sur l'asile? D'abord, je crois qu'il faut rappeler que l'Union européenne, a des voies légales d'immigration. En réalité, c'est un espace politique et géographique
qui accueillent de la migration légale, de la migration de travail. On peut penser à l'Angleterre, de la migration familiale, la France, d'autres pays. Donc il y a des voies légales d'immigration vers l'Europe. Et ces dernières années, ou ces 20 dernières années, on voit bien qu'en fonction des pays, on a une forte proportion, une augmentation très importante d'immigrés dans la population. La France n'est pas le pays qui a la plus forte augmentation, mais on peut penser à la Suède, à l'Angleterre, qui aujourd'hui a un taux d'immigrés dans sa population qui est même supérieur à celui des États-Unis. Donc il y a des voies légales, mais il y a aussi... Alors, oui, vous reprenez, vous, la distinction donc, entre légal et illégal. La difficulté que nous avons, et en même temps, il faut faire attention quand on critique l'Europe, l'Union européenne, la difficulté que nous avons, c'est la demande d'asile. Voilà. Et l'Union européenne est un espace espéré par beaucoup de gens dans le cadre de la demande d'asile. Ce n'est pas pour autant qu'ils y arrivent, mais c'est aussi un espace où traverser la frontière de manière irrégulière est moins dangereux qu'ailleurs, si vous voulez. Quand Kaboul est tombé, l'ambassade de Chine et l'ambassade de Russie sont restées ouvertes. Aucun Afghan ne s'est précipité vers ces deux ambassades pour essayer de trouver l'asile. Et personne ne traverse la frontière chinoise avec cette idée qu'on va lui fournir un médecin, un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle et que l'OFIP pourra lui proposer éventuellement une aide au retour volontaire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout ça se passe harmonieusement et qu'il n'y a pas de la souffrance. Hein, bien évidemment, il y a de la souffrance. Alors, il y a des réalités humaines, il y a de la souffrance. On reviendra sur les propos du pape. J'ai lu dans votre ouvrage, Didier Lesky, Ce grand dérangement, l'immigration en face, qui a été réédité en 2023, ce qui prouve qu'il est fort intéressant. J'ai lu un chiffre qui m'a vraiment frappé. Vous parliez je vais le citer de mémoire, 3000 demandes d'asile à la fin des années 60. Et aujourd'hui, on en serait à près de 150 000. Alors, est-ce que ça veut dire que le droit d'asile, c'est une notion qui a complètement explosé, qui est devenue ingérable ? Ça veut dire surtout que l'évolution géopolitique du monde, et en particulier après la chute du mur, a accéléré des mouvements de population dont certains ont utilisé l'asile pour essayer de trouver des conditions de vie meilleures et qui étaient souvent motivées par des questions plus économiques que de quitter des zones d'oppression politique. C'est des faux demandeurs d'asile, François Héran ? Là, je ne suis pas d'accord. Enfin, prétendre ou suggérer que la majorité, finalement, de la demande d'asile, ce serait une migration économique déguisée, ça correspond pas. Je n'ai pas parlé de majorité. Oui, non, mais c'était quand même... On est sur un chiffre de 150 000. Hein, c'est un chiffre qui est en augmentation très forte. Oui, mais partout, la demande d'asile a augmenté, mais les conflits aussi se sont multipliés. Et si vous voulez, les guerres touchent de plus en plus la population civile. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça, c'est un des grands éléments qui nourrissent... Valérie Régnier. Voilà, les guerres commencent aujourd'hui et ne finissent pas. Voilà. Elles ne s'arrêtent pas. Nous sommes dans un nouveau droit. On peut rappeler que la communauté de Sant'Egidio est présente aussi dans des pays d'Afrique. Oui. Et donc, c'est à cela que j'imagine vous voulez faire allusion. L'Afrique, mais pas seulement. Malheureusement, nous, on se rend compte, on a aussi la prière, on prie aussi pour la paix. J'en profite pour le dire, avec KTO tous les 3e lundis du mois à Saint-Méry. Et on liste le nom des pays en guerre. La liste s'agrandit à chaque fois. Et donc, on est dans un monde, je crois aujourd'hui, un nouveau monde, un nouvel ordre mondial, où il y a des empires, des nationalismes, et surtout, il y a des guerres qui sont déclenchées du jour au lendemain. Aujourd'hui, qui se souvient du Venezuela ? Est-ce qu'on en parle ? Quand je dis guerre, on se comprend, au renversement politique. Qui parle du Yémen ? Vous voyez, il y a énormément de pays qui sont désormais soit en guerre civile, soit en conflit, en guerre. Et ça, c'est une demande d'asile énorme. C'est-à-dire, comment, si ce n'est pas l'Europe, comme disait M. Lesky, l'Europe aujourd'hui attire pourquoi ? Nous sommes encore un continent en paix, si on ne parle pas de l'Ukraine. C'est à nos portes. Donc, forcément, une personne, moi je suis allée en Syrie par rapport au couloir humanitaire à côté de la Syrie, à Talabas, à 5 km de la frontière au Liban, à Tripoli. Quand vous voyez ces femmes avec ces enfants, ces familles, les enfants qui grandissent dans des camps et qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'école, parce que tout est payant au Liban, même si le Liban accueille, attention, énormément les Syriens. Mais quand cette maman ne voit pas d'avenir pour son enfant, qu'il a 6 ans, qu'il devrait rentrer au CP et qu'il ne peut pas, même si elle est à 5 km de la frontière syrienne, elle se pose la question de venir dans un pays en paix où ce sera pensé avec les couloirs humanitaires, on anticipe tout à l'avance et ce sera une famille accueillie
dans un des départements français avec un collectif autour, et donc un accueil et une intégration. Je crois qu'il faut rappeler que François Héran. la migration d'asile, la demande d'asile, elle est très très sélective. La part de la population victime des guerres, des conflits, des persécutions, etc., qui arrive à déposer une demande d'asile en Europe, c'est à peu près 20%, pas plus, de l'ensemble des déplacés externes. Prenez le cas de la Syrie, c'est très simple, il y a eu pendant très longtemps 7 millions de déplacés internes, 7 millions de déplacés externes, donc qui ont quitté le pays, mais 80% de ces déplacés externes étaient en Turquie, ou étaient en Jordanie, au Liban, etc. Et nous n'avons que 20% de la moitié des déplacés. Et en même temps, François Héran, on a un chiffre, un nombre de demandes, on l'a évoqué, qui est passé de 3 000 dans les années 60 à 150 000 aujourd'hui. Il faut faire toujours attention quand on remet les choses en perspective, quand on prend la mesure des choses, ça ne veut pas dire qu'on trouve que c'est peu, que c'est faible, que c'est très bien, que etc. Et ce sont deux raisonnements totalement différents. Donc il faut insister sur le fait que la demande d'asile que nous recevons dans les pays européens, elle est très sélective. Ce sont en moyenne des gens beaucoup plus diplômés, mieux organisés, qui ont des réseaux. Les Afghans que je connais qui arrivent à partir, ils ont des relations, ils ont des moyens, il faut financer un séjour de 8 mois à Téhéran. Et je rappelle qu'il y a un rapport de 1 à 20 entre les PIB des deux pays, entre l'Afghanistan et l'Iran. Donc ça coûte très cher et seule une partie très... Donc nous recevons d'une certaine manière la crème de la demande d'asile en Europe. Alors, la demande d'asile que vous évoquez, qui dit demande dit possibilité de refus, il y a des déboutés du droit d'asile. Ce pacte européen sur l'asile, j'ai sous les yeux, donc je vous disais, la circulaire du ministre de l'Intérieur, en fait, vise à simplifier les procédures, peut-être à limiter la possibilité de recours à la Cour nationale du droit d'asile. Est-ce qu'il faut, Didier Lesky, aller plus vite, quitte à s'asseoir un peu sur les règles de droit traditionnelles, une procédure plus rapide, et ce sont les instructions du ministre, la nécessité d'expulser finalement les personnes qui sont déboutées. C'est ce que demande l'opinion publique, une grande partie de l'opinion publique. Non, je pense qu'il y a deux choses différentes. D'abord, ça fait des années qu'on demande que la procédure d'asile soit rapide, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les personnes en indétermination. Voilà. Et la France, de ce point de vue-là, a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, l'OFPRA est à 4 mois et demi, 5 mois. Si on rajoute la CNDA, on est à moins d'1 an. Donc c'est plutôt positif. Voilà, c'est ça qui est en jeu. Après, est-ce que le pacte, du point de vue juridique, va simplifier les choses avec l'Union européenne? J'attends de voir. J'ai sous les yeux les instructions du ministre. Vous édicterez donc des décisions d'éloignement dès la première phase de la procédure, dès que la demande a été rejetée. Oui. Vous édicterez donc des décisions d'éloignement sans attendre que cette décision ait acquis un caractère définitif. Oui, mais la décision d'éloignement n'est pas l'éloignement. C'est-à-dire, les textes européens vont obliger l'ensemble des États à délivrer immédiatement une obligation de quitter le territoire, mais que cette obligation de quitter le territoire ne sera exécutable qu'une fois que l'ensemble des recours seront purgés. Voilà. C'est la simplicité européenne, je crois qu'il faut... Là, on tombe... Oui, c'est européen. Il faut rappeler que les obligations de quitter le territoire, donc qui existent dans toute l'Europe, on en a maintenant des données extrêmement précises. Le taux d'OQT dans tous les territoires, il est incroyablement variable d'un pays à l'autre. Mais il est très faible. Non, je dis les obligations. C'est vrai. L'expédition à quelqu'un, vous allez devoir quitter le territoire. On parle des OQT, obligation de quitter le territoire français. Voilà, mais moi je parle des OQT puisque je parle de tous les pays européens. D'accord. Donc quand on regarde par rapport au nombre d'étrangers qui vivent dans le pays, quelle est la proportion des OQT qui sont prononcés dans chaque pays? C'est incroyablement divers. Il y a évidemment quelques pays en première ligne sont en tête. La France est juste derrière. Nous sommes, de tous les grands pays européens, celui qui prononce par le nombre d'étrangers le plus grand nombre d'OQTF. Nous en prononçons 1,5 fois plus que les pays du Benelux, 2 fois plus que toute l'Europe du Sud-Est, comme la Roumanie, 2 fois plus que l'Europe du Nord, 3,5 fois plus que tous les pays germanophones. Non, mais 4 fois plus que l'Europe du Sud. Ah ben oui, mais c'est fondamental. D'accord, mais on en prononce. Et 9 fois plus. Mais attendez. Non, j'aimerais bien que quand on parle de l'immigration, on puisse quand même développer les faits. Et nous prononçons par rapport au nombre d'étrangers qui vivent chez nous 9 fois plus d'OQT, d'obligation de quitter le territoire, que l'Angleterre et que les pays anglophones. C'est un énorme problème parce que la probabilité ensuite d'exécuter
les OQTF, mais je suis obligé de faire le raisonnement en deux parties. La probabilité dépend aussi du nombre. Nous avons beaucoup trop d'OQTF par rapport aux autres pays, beaucoup trop. On a toute une série d'OQTF qui n'ont aucun sens, qui portent sur des jeunes, par exemple, qui ont obtenu un diplôme, qui se sont intégrés, qui ont obtenu un emploi, qui donnent satisfaction à la communauté locale, et boum, et une OQTF, où certains même ont commencé à former une famille, et donc une partie des OQTF et de la politique d'accélération des OQTF consiste pour l'État à essayer d'aller le plus vite possible, de devancer, n'est-ce pas, l'intégration qui est en train de se faire. Une partie des OQTF sont des mesures anti-intégration. Elles essaient d'empêcher que l'intégration ait le temps de se faire. Et ça, c'est très dommageable. Et donc, la comparaison internationale, elle est fondamentale pour savoir où nous en sommes et pourquoi nous avons un taux d'exécution si faible. C'est parce qu'en réalité, nous avons beaucoup trop d'OQTF. Alors, Didier Lesky, je vous entendais bouillonner, vous êtes visiblement pas d'accord. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que les OQTF, en même temps, c'est une obligation de l'Union pour faire en sorte que chaque personne sache exactement quel est son statut juridique dans l'Union. Voilà. Que des pays ne les émettent pas, c'est un débat qu'on a eu en France pendant plusieurs années, c'était les non expulsables, non régularisables, et c'est pour ça que dans le pacte, c'est pas une décision du gouvernement français, il y a la volonté de systématiser pour l'ensemble des pays l'obligation de faire des OQTF. Du reste, l'Allemagne, à un moment donné, s'est fait rattraper sur une catégorie qui était non expulsable, non régularisable, avec des statuts différents, qui étaient les Dundun. Bon. Mais ce n'est pas un problème franco-français, le QTF, c'est une règle européenne. La France, c'est vrai, dans un certain nombre de domaines liés à l'Union européenne et aux obligations européennes, est souvent plus bon élève que d'autres. Voilà. Bon. Mais une fois dit ça, le QTF s'adresse à des personnes qui sont sans titre de séjour. Voilà. Alors après, on peut discuter de savoir si telle ou telle catégorie doit ou pas être rattrapée du point de vue du titre de séjour. C'est une deuxième discussion. Mais l'OQTF, c'est quelqu'un qui est sans titre de séjour. Après, le problème de l'Union européenne, c'est qu'à peu près moins de 20% des obligations de quitter le territoire de l'Union sont appliquées. Or, c'est ce qui donne le sentiment aux populations européennes, alors que la migration globalement a augmenté en Europe, eh bien qu'on ne maîtrise plus les frontières de l'Union. Et c'est d'autant plus dommageable que la caractéristique aujourd'hui de l'Union européenne par rapport à d'autres pays, c'est qu'il y a une crise économique qui aujourd'hui touche même des pays où on n'imaginait pas cette crise, je pense à l'Allemagne, et donc on a des difficultés qui s'accentuent et qui fait que des pays qui pouvaient apparaître comme très accueillants, aujourd'hui se trouvent dans des difficultés majeures. On peut rajouter des problèmes culturels, la Suède étant l'exemple type de ce qui est en train de se passer et qui apparaît comme à rebours de ce qu'on a connu dans les années 70-80, où ce pays était particulièrement accueillant, beaucoup plus que la France. Alors on a bien compris, je pense, les termes du débat et les points de désaccord. Production d'OQTF qui empêche finalement des personnes de s'intégrer ou des OQTF qui donnent un sentiment que finalement, comme elles ne sont pas exécutées, la loi ne s'applique pas. Moi, j'aimerais ajouter un autre élément du débat, et je me tourne vers vous, Valérie Régnier. Au moment où ce pacte est mis en œuvre, le Parlement et la Commission européenne se sont mis d'accord sur un autre volet d'action qui concerne notamment la création de hubs, en bon français, de centres de rétention, on va dire, pour l'être peut-être plus clair, externalisés hors des frontières de l'Union européenne. C'est-à-dire que, par exemple, un Algérien qui ferait l'objet d'une OQTF ne va pas être repris par l'Algérie parce que l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants, eh bien, on pourra l'envoyer dans un centre de rétention, par exemple au Rwanda. Alors, vous qui connaissez l'Afrique, ça vous semble une bonne idée ? Non, pour répondre aussi à ce qui a été dit avant, je pense que c'est plein de contradictions en fait. Et donc, qu'on parle de l'intégration ou du nombre d'OQTF, mais ce que disait aussi Pape Léon en Canaries, c'est-à-dire les personnes sont avant tout des personnes humaines. Donc, mais essayons de nous mettre aussi à la place d'une personne qui a migré, qui essaie de s'intégrer, certes qui n'a pas de titre de séjour, qui se retrouve en OQTF, et on va lui dire maintenant, tu vas au Rwanda. Est-ce qu'elle va y aller ? Est-ce que vous pensez que cette mesure sera réellement appliquée ou est-ce qu'elle est destinée à faire un effet d'annonce ? Ce n'est pas une mesure qui est dans le pacte. C'est que la personne j'ai bien dit, c'est une mesure qui vient d'être adoptée par le Parlement européen. Il y a deux choses. Il y a l'asile frontière qui effectivement prévoit, mais dans une fiction juridique, que les personnes sont sur le territoire de l'Union, mais ne sont pas juridiquement rentrées dans l'Union. C'est ce qu'évoque la circulaire, en particulier
pour Roissy. C'est-à-dire et il y a une autre chose qui est discutée dans la directive qu'on appelle retour, qui peut-être sera votée début juillet, puisqu'on n'a pas encore la date exacte, mais qui a été adoptée par la Commission, mais qui doit être votée par le Parlement début juillet, qui prévoit, lui, les pays tiers sûrs où on renverrait des personnes qui n'auraient pas exécuté d'elles-mêmes l'OQTF, puisque je rappelle qu'une OQTF... Alors ça, Didier Lesky, c'est un vocabulaire administratif. Un pays tiers sûr, en clair, c'est un centre de rétention qui est externalisé dans un autre pays. Absolument, mais ça, c'est pas dans le pacte encore, c'est dans ce qu'on appelle la directive retour. Voilà. Oui. C'est un mécanisme que des États veulent mettre en place, parce que dans une obligation de quitter le territoire français, on dit à la personne, vous avez 30 jours pour repartir. Voilà, et on peut l'aider à repartir. Dès lors qu'elle n'accepte pas de repartir d'elle-même, un certain nombre de pays, pour l'instant ce n'est pas le cas de la France, puisque les autorités françaises pour l'instant n'ont pas dit qu'elles voudraient mettre cela en place, mais un certain nombre de pays, du reste de bords politiques très différents, eh bien, veulent essayer de résoudre la question de comment on fait repartir ceux à qui on a dit qu'il fallait qu'elles repartent, et dès lors qu'ils n'existent pas d'eux-mêmes. Et donc on a cette idée de pays tiers où la Commission européenne dit qu'il faut qu'ils présentent toutes les garanties du droit européen. François Héran, vous avez publié un livre qui s'appelle, c'est votre dernier livre, c'est d'ailleurs votre conférence de clôture, votre leçon conclusive au Collège de France, qui s'appelle « Le savant et le politique ». Sur ce sujet-là, on voit très bien la position des politiques. On recevait il y a quelques mois sur ce plateau François-Xavier Bellamy et Benoît Hamon. Benoît Hamon dit que cette mesure qui consiste à externaliser la gestion des personnes qui n'ont pas été légalisées est inhumaine, et c'est la négation, dit-il, des valeurs de l'Union européenne. François-Xavier Bellamy dit, qui a été derrière cette mesure, dit enfin on applique la loi. Oui, enfin, nous contournons... Alors, que dit le savant aux politiques ? Voilà, alors nous contournons le refus des pays d'origine de reprendre leurs citoyens, nous le contournons en externalisant notre politique migratoire des pays tiers, qui sont doublement tiers, qui sont ni les pays d'origine, ni les pays de destination, ni même les pays de transit. Des pays qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Et alors, le problème, c'est que la liste de ces pays est quand même assez effarante, parce que il n'y a quasiment rien dans les textes qui prévoient cette réforme de la directive retour. Il y a une vague allusion au fait qu'on vérifiera que les droits fondamentaux sont respectés, etc. Mais qui va les vérifier parce que je cite les pays qui ont été le plus cités, Rwanda, Albanie, Ouzbékistan, Ouganda, et allez regarder un peu quelle est la situation politique dans ces pays-là. Quelles sont les associations qui vont pouvoir surveiller le respect des libertés fondamentales dans un pays comme l'Ouzbékistan ou l'Ouganda? Et alors, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que ces pays, des États mercenaires en quelque sorte. Ce sont des États mercenaires qui vont appliquer notre politique migratoire puisque nous nous défaussons sur eux pour mener le combat à notre place. C'est un peu ça qui se passe. On leur donne de l'argent. Voilà. On leur donne de l'argent. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Tout ça n'est quand même pas très glorieux, c'est même assez pitoyable. Enfin, d'un strict point de vue, effectivement, mais même pas, on peut avoir des valeurs religieuses très fortes à ce sujet, mais d'un simple point de vue éthique, c'est quand même assez lamentable. Est-ce que ce n'est pas d'abord une mesure dissuasive, une mesure d'affichage qui finalement ne s'appliquera pas, qui est destinée à envoyer un message aux candidats à la migration pour dire ne venez pas chez nous parce que vous serez renvoyés dans un autre pays? C'est la dissuasion, d'autant que c'est asserti d'une série de mesures punitives, donc il s'agit de dissuader. Il y a deux effets qu'on escompte. Il y a un effet direct, on vous renvoie ailleurs, puis un effet indirect, en amont, on va vous dissuader ainsi voilà. Mais est-ce que ça marche? Valérie Régnier. Cette dissuasion, moi je vois les personnes, là je parlerai de l'Afrique subsaharienne, on en a parlé dans d'autres débats. La jeunesse africaine, une fois qu'elle a décidé qu'elle allait migrer, elle migre. Peu importe. Vous voulez dire que c'est incontrôlable? Non, pas incontrôlable. Je dis juste que le continent africain, c'est 1,6 milliard de personnes. Sur ces 1,6 milliard, il y a environ 1 milliard de personnes qui ont moins de 25 ans. Tout simplement. Ça fait rêver pour le vieux continent de l'Europe. Donc c'est un continent très très jeune. Pareil, les clichés de la personne africaine qui va migrer pour ensuite renvoyer de l'argent. Est-ce qu'on va pouvoir accueillir toute cette population jeune qui aspire à venir chez nous? C'est ça que vous voulez dire, qu'il faut les accueillir? Je ne dis pas ceux qui arrivent, oui, bien sûr, il faut les accueillir. Et
nous, notre expérience aussi à Sant'Egidio, que ce soit en France ou d'autres pays européens, évidemment, nous sommes pour les voyages sûrs et légaux, comme les couloirs humanitaires. Sûrs et légaux. Oui, des voyages sûrs, donc en avion, et de manière légale, puisqu'ils voyagent avec un visa. Donc ils feront une demande d'asile et ils passeront par l'OFPRA. Pour les autres personnes qui n'ont pas cette possibilité, malheureusement, et nous, pareil, Sant'Egidio, nous demandons à ce que ces couloirs humanitaires deviennent pérennes, s'étendent beaucoup plus qu'aujourd'hui. Cette jeunesse africaine, elle veut en découdre. Il y a une double trahison. Elle est trahie par son propre pays, ses propres gouvernements, souvent militaires. On l'a vu avec Madagascar, la génération Z est arrivée à Madagascar, a voulu prendre le pouvoir, finalement elle n'a pas réussi. Mais les militaires et le pouvoir en général en Afrique ne sont pas du tout, ont très peur de cette jeunesse africaine, de ses propres jeunes. Et ensuite, quand ils arrivent en Europe, ils sont déçus par les conditions d'accueil et d'intégration. Donc, et en général, nous, ce qu'on voit, c'est que ces jeunes-là, ils sont seuls. Il y a aussi cet individualisme dont on ne parle pas assez. On est en 2026, c'est un autre... Et donc, ils veulent arriver déjà pour eux-mêmes, pour leurs propres rêves, parce que leur propre pays ne leur offre pas une vie saine, économique, ou que ce soit pour des raisons économiques, de guerre ou climatiques. Alors Valérie Régnier, sujet. le pape Léon XIV, il s'est adressé à cette jeunesse. Oui. C'était même un des axes de son discours aux Canaries, notamment au port d'Arguineguín, où il a prononcé un discours extrêmement marquant. Je voudrais qu'on écoute maintenant le pape Léon XIV, parce que je pense que ça fait écho aux propos que vous venez de tenir. No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Cada barca que llega no trae solo migrantes, trae consigo una pregunta. ¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida? La dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia, cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra. Si bien existe un derecho a buscar refugio cuando la vida es amenazada, también existe el derecho a no tener que emigrar, el derecho a permanecer en la propia casa sin hambre, sin guerra, sin persecución, sin violencia, sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor à cruzar una frontiera. Alors, la dignité humaine n'a pas de passeport. Valérie Régnier, j'imagine que vous êtes évidemment en accord avec ces propos, mais vous avez suivi, rencontré, écouté notamment le pape François. On voit que le pape Léon XIV s'inscrit dans la continuité de ses propos. Le pape François qui s'était rendu à l'île de Lampedusa au début de son pontificat. J'ai envie de vous dire, très bien, mais que peut l'autorité d'un pape face à ces problématiques mondiale très forte et difficilement contrôlable et contrôlée? Je crois que l'autorité d'un pape, déjà, elle est là, elle existe, parce que c'est une autorité qui n'a pas peur. Et nous sommes face à l'immigration, aux migrations, nous sommes face à la peur. On voit bien, tout est en surenchère, parce qu'on veut rassurer les uns ou les autres, et on est dans une peur viscérale. Cette autorité morale, on l'a vu avec Pape François, on voit elle continue avec Pape Léon. On aime bien opposer les personnes, mais là, je pense que c'est très difficilement opposable, ces deux papes. Et c'est une autorité qui n'a pas peur de rester constante sur un sujet en continuant de prêcher l'Évangile. La parabole du bon samaritain n'a pas vieilli. C'est toujours la même. Alors, cette parabole, cette parole qui vient de l'Évangile, vous l'expliquez, Valérie Régnier, mais qui se heurte aussi à des réalités politiques,
Qu'est-ce que ça peut bousculer, Didier Leschi, dans les politiques européennes, mais aussi dans les politiques africaines, puisque finalement le pape ne s'est pas adressé que aux Espagnols ou que aux Européens. On voit qu'il a une vision globale et son discours est d'ailleurs assez équilibré. Qu'est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas ce que ça va changer, mais je trouve que ce qui est important dans ce qu'il a dit, le pape Léon, et ce qu'avait dit déjà le pape François dans Fratelli Tutti, c'est qu'il devrait y avoir un droit à rester chez soi. Voilà. Et que quand le pape Léon dit quel monde avons-nous construit, en réalité, nous savons bien, nous Européens, que nous sommes face à des échecs qui sont ceux de la décolonisation, qui sont aussi des échecs de mode de développement qui n'ont pas pris en charge en particulier la jeunesse dont parlait Valérie Régnier. Et donc c'est ça qui est en jeu, et c'est pas simple pour nous, Européens, parce que nous sommes aussi le lieu où nous avons une certaine conscience morale, où le pape peut s'adresser à des personnes qui l'entendent. Et je vois bien, quand le pape nous parle à nous, Européens, il ne dit pas exactement la même chose que, par exemple, quand il est en Algérie. Je veux dire, la Méditerranée est hélas un cimetière, mais le Sahara est un cimetière autrement plus important que la Méditerranée, en réalité. Et nous le savons, puisque nous travaillons avec des personnes subsahariennes, que nous essayons de reprendre de Tunisie ou de Libye pour les ramener chez elles, et nous savons la violence de ces pays. Mais le pape a appelé à un examen de conscience aussi pour les pays de transit. Il dit appeler à protéger et non à laisser les plus faibles aux mains de réseaux criminels. Bien sûr. En fait, quand on lit son texte, il appelle à un examen de conscience pour les nations d'origine, pour les pays de transit, pour l'Europe et pour la communauté internationale. C'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est sa phrase. Quel monde avons-nous construit ? Et dans ce monde que nous avons construit, eh bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il vaut mieux être dans l'Union européenne que dans un certain nombre de pays. On parlait tout à l'heure du Venezuela. Le Venezuela, c'est un échec majeur qui n'est pas lié à une guerre, qui est lié à une décision politique qui fait que près de 7 millions de Vénézuéliens sont partis, dont beaucoup se retrouvent en Espagne, parce que justement, il vaut mieux être en Espagne qu'en Colombie ou dans les pays voisins. Je veux dire, Cuba est un échec qui fait que les Cubains préfèrent partir aux États-Unis que de rester à Cuba. Voilà, c'est ça. Et les Algériens préfèrent venir en France pour beaucoup plutôt que de rester en Algérie. Je rappelle que la moitié des Algériens qui ont aujourd'hui un titre de séjour sont arrivés après 2000, parce que l'Algérie, c'est l'absence de liberté de la presse. Donc vous êtes d'accord avec Valérie Régnier, en fait ces flux migratoires, finalement il faut les accueillir parce qu'on ne peut pas une fois qu'on a dit ça, on comprend bien qu'il peut y avoir un sentiment de vertige de la part de populations européennes qui par ailleurs sont mises en concurrence du point de vue de leur travail par quelque chose qui s'appelle la Chine, qui est en plus dirigé par une formation qui s'appelle le Parti communiste chinois et qui organise un mode de développement qui, pour une partie des Chinois, ressemble à l'Europe du 19e siècle, tout en ayant de la richesse infinie pour certains. Et donc, il peut y avoir un sentiment de vertige de la part des populations européennes. Et ce sentiment de vertige, on ne peut pas simplement lui répondre en disant « on doit accueillir tout le monde ». Il faut lui donner une explication globale du monde. Et de ce point de vue-là, le pape est, du point de vue des explications, eh bien, beaucoup plus intelligent qu'une partie de la classe politique. Et on l'a vu du reste avec l'encyclique sur l'intelligence artificielle, qui pose des problèmes sur le mode de développement, sur ce que ça peut avoir comme impact sur l'emploi, et qui peut relativiser du reste la question des besoins de main-d'œuvre tel qu'on l'entend, parce qu'il y a une intelligence qui s'exprime, en plus de l'humanité qui est... Alors on est ravis évidemment d'entendre sur KTO que le pape élève le débat. Ce débat, je rappelle que vous êtes sur KTO, vous suivez le débat sur les politiques... Je le dis avec ma conscience laïque. Voilà, on va revenir sur le sujet de la politique migratoire que l'on peut adopter. Quelle politique migratoire pour l'Union européenne? Mais François Héran, je voudrais revenir sur un aspect qu'a évoqué à l'instant Didier Leschi, qui concerne le droit de rester chez soi. Alors, le pape a évoqué ce sujet 2 fois. Il l'a évoqué devant le Parlement espagnol samedi dernier et il l'a évoqué de nouveau dans son discours aux îles Canaries. Mais je crois qu'il faut quand même le citer. Il dit s'il existe un droit de chercher refuge lorsque la vie est menacée, il existe aussi le droit de ne pas avoir à migrer, le droit de rester chez soi sans faim, sans guerre, sans persécution, sans violence, sans que la terre devienne inhabitable, sans que la corruption vole le pain des pauvres, sans que les armes détruisent l'avenir des enfants. Voilà la situation du pape. Voilà. Alors, ça veut dire
que le propos du pape, finalement, vient bousculer les responsables européens, mais il doit aussi bousculer les responsables africains, notamment. Oui, non, mais bien sûr. Mais si vous voulez, à peu près 80% des demandeurs d'asile dans le monde viennent uniquement de 7 ou 8 pays. Dont la liste est assez brève. Il y a le Sud-Soudan, il y a le Venezuela, il y a... Redonnons ces pays, oui. Oh, écoutez, je ne les ai pas ici, non, mais enfin, Sud-Soudan, dans mon livre sur les 30 questions sur l'immigration, je donne la liste, je reprends tout ça. Et on une poignée de pays, donc. Et on se dit, oui, une poignée, c'est 7, 8, 80%. Alors on se dit, mais pourquoi, au fond, l'Europe ou le monde occidental, avec sa puissance d'intervention, etc., ne serait pas capable, au fond, de régler tout ça? Mais vous voyez ce qui s'est passé en Ukraine, qui peut peser sur ce qui se passe au Soudan actuellement, c'est quasiment impossible. On est quand même très très impuissant sur voilà. Et donc on peut effectivement rêver et vouloir des accords internationaux, une pression internationale qui pourrait tarir à la source la demande d'asile, c'est ça l'idée. Mais enfin, aller dire aux Ukrainiens, écoutez, vous avez le droit de rester chez vous, ça n'a pas tellement de sens. Donc c'est un droit qui reste très théorique, mais face à la guerre, face à la dégradation complète des conditions de vie, ce droit est... Voilà, donc c'est plutôt une interpellation aux pays d'origine, tout à fait, aux pays occidentaux peut-être, enfin ça n'est pas ça. Mais je veux dire... Valérie Régnier. On est dans un monde globalisé. Donc voilà. Là, on essaie de dire c'est l'Europe ou l'Afrique ou le Venezuela, mais on est un peu tous responsables. C'est ce qu'a dit aussi le pape. On est tous responsables de cette situation du monde, de cette mondialisation aujourd'hui. Et nous, je crois que la question du pape aussi, c'est que pouvons-nous faire, nous, là où nous sommes? C'est-à-dire aussi bien les gouvernants, qu'ils soient européens ou africains, ou d'autres pays, mais aussi le tout à chacun, les hommes et les femmes de bonne volonté. On peut citer les propos du pape. L'Église doit se laisser interpeller. Valérie Régnier, l'accueil du migrant ne peut être une question secondaire ni déléguée uniquement à quelques bénévoles. Ça veut dire que la question de l'accueil du migrant ne peut pas être déléguée seulement à la communauté Sant'Egidio. Exactement. On est tous responsables de l'accueil citoyen. Et quand on fait Sant'Egidio, il y a 2500 bénévoles dans les couloirs humanitaires. Figurez-vous si c'est tous des Sant'Egidio. Je voudrais intervenir sur le pouvoir du pape, sur le pouvoir de l'Église. Il y a bien sûr le charisme de l'institution. C'est une fonction de dimension mondiale. Et c'est vraiment frappant de voir que la cristallisation sur un seul homme de ce genre de choses. Donc, et puis il y a le charisme aussi individuel du pape, qui est vraiment un homme tout à fait remarquable. Il va falloir voir comment il s'exprimait dans plusieurs langues, y compris, il a utilisé le Wolof, enfin il a fait des discours en catalan, enfin il est quand même très impressionnant. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, que toute autorité doit avoir un certain pouvoir pour pouvoir s'exercer. Et l'Église a des moyens d'action qui sont très très inégaux d'un pays à l'autre. Si vous regardez par exemple Caritas, mais aussi son concurrent protestant, la Diaconie en Allemagne, ils ont des centaines d'hôpitaux, des centaines d'EHPAD, ils ont des centres d'hébergement, etc. Et ça change quelque chose sur la question migratoire? Eh bien oui, parce que la puissance caritative de l'Allemagne, et notamment de l'Église catholique, est très supérieure à celle qu'on observe en France. Et donc du coup, le pouvoir de l'Église, il passe aussi par ça. Il passe par le fait qu'on peut soigner les sans-papiers sans avoir une loi française du type AME. Ça passe, mais par d'autres canaux. Et ça passe par le fait qu'il y a un impôt ecclésiastique en Allemagne qui est perçu à la source et qui permet notamment de financer tout ça. Oui, donc des réalités assez différentes d'un pays à l'autre. Didier Leschi, encore un mot sur ce que ce discours va changer aussi. D'abord, indéniablement, vous vouliez réagir, je pense. Le discours du pape et du précédent, ce sont des discours d'apaisement et rappellent qu'on appartient à une commune humanité. C'est indéniable. Après, il faut faire attention. Bien évidemment, il faut accueillir les demandeurs d'asile, ceux qui viennent de zones en guerre, etc. Mais le gouvernement français n'est pas responsable des près de 10 000 Algériens qui ont risqué leur vie pour passer du côté de Gibraltar en 2025. Je reviens de Côte d'Ivoire pour un programme qui est de reprendre des Ivoiriens qui sont encarafés de manière violente dans des pays de transit. Et ces Ivoiriens n'ont pas quitté le pays à cause de la guerre. Là, ils le quittent parce que la répartition de la richesse se fait mal. Donc, il faut faire attention aussi aux responsabilités et qui est responsable de quoi. Et globalement, l'Union européenne est une zone
qui accueille. On peut discuter de savoir si elle peut plus ou moins le faire, mais ça fait partie des zones du monde qui accueillent, dans lesquelles on va donner des droits aux personnes, on va les soigner, etc. Et je redis, la Chine est une puissance économique, elle n'accueille pas de la même manière que nous pouvons accueillir. Je voudrais quand même corriger l'idée que ce seraient les inégalités sociales qui provoqueraient l'immigration. En réalité, on le voit très bien dans l'enquête Trajectoire et Origine, la seconde édition qui vient de paraître, qui a été publiée par l'INED. Il y a une étude extrêmement l'INED, l'Institut national d'études démographiques, que vous avez dirigé. Voilà. Et on voit très bien que ce sont des gens quasiment généralement plus éduqués que la moyenne, qui avaient des avenirs, des espérances beaucoup plus élevées que la moyenne. Ce ne sont pas les victimes des inégalités, ce ne sont pas les plus pauvres, des plus pauvres qui migrent, ce sont des gens qui pouvaient avoir des espérances, mais le marché... Être brimé dans son espérance, c'est une inégalité. Oui. Et le fait que... fait qu'après la chute du mur, on ait les pays des Balkans qui se soient vidés, parce que justement, la déstructuration économique et sociale fait que on préférait partir, et au moment où ça peut se redévelopper, on peut penser aux Polonais qui reviennent en partie en Pologne, etc. Mais être brimé dans ses espérances alors qu'on a des diplômes, et alors qu'on voit des riches qui sont extrêmement riches et qui étalent leur richesse, oui, c'est une inégalité sociale. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on se penche sur le dilemme des sociétés européennes. On a, je crois, bien compris les points de désaccord, mais tout ça. on a quand même du temps, mais pas autant une journée complète. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette recherche d'une politique migratoire juste, qui est notre sujet, et le dilemme des sociétés européennes. On a quand même besoin de migrants pour faire tourner les restaurants, pour compléter les médecins qui nous manquent, le personnel soignant. Et en même temps, l'opinion publique dit il y en a trop. Comment on gère ce dilemme-là Je pense qu'il faut, sur les personnels médicaux en particulier, il faut faire attention parce que d'abord, on veut faire venir, par exemple, des personnels médicaux, des assistantes de pays qui sont eux-mêmes en vieillissement et qui vont avoir des besoins. Sur les médecins, c'est une politique qui est coloniale. On ne peut pas dire autrement. Je veux dire, on a empêché les jeunes d'accéder aux études de médecine ici, et en même temps, on prend des médecins. Alors, individuellement, je comprends qu'ils veuillent venir, je ne le conteste pas, mais si on en fait en plus une politique publique, c'est-à-dire on vous dire, voilà, votre taux d'encadrement des médicales est déjà inférieur au nôtre, et en plus on vous prend vos médecins, on ne peut pas l'afficher comme ça. Voilà. Il faut qu'on ait des systèmes de formation qui permettent quand même de répondre aux besoins sociaux sans dépouiller systématiquement des pays qui, par ailleurs, auront besoin des mêmes choses. Mais après, on a besoin, c'est vrai, d'une migration économique, et on fait de la migration économique. Et il y a un certain nombre de pays européens l'organisent bien. L'Allemagne l'organise beaucoup mieux que la France pour un certain nombre de domaines. La France, aujourd'hui, est à 50 000 et pourrait peut-être faire plus, etc. Mais il faut faire attention. Cette réalité-là vous choque, Valérie Régnier ? Non, c'est-à-dire il y a un vrai souci. Moi, je connais personnellement des médecins, on va dire français et non français, et même là, au niveau de leur propre, comment ils sont considérés dans leur travail et leurs conditions de travail, sont très différentes, à commencer par leur propre rémunération. Donc il y a un vrai souci à ce niveau-là. Après, au niveau des chiffres, je me tourne vers M. Errand, mais en effet, là, la France vieillit, enfin l'Europe vieillit. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va droit dans le mur en klaxonnant et on ne veut pas accueillir. Encore une fois, je parle de l'organisation de l'espérance. Valérie, on peut citer les projections de l'INSEE qui montrent une population qui va avoir de moins en moins d'enfants, avec de plus en plus de personnes âgées, et qui dit, finalement, il y a le solde migratoire, 150 000 personnes par an, qui va apporter une partie de réponse. Ce solde migratoire qui est aujourd'hui beaucoup plus important, qui sera beaucoup plus important qu'il n'était dans le passé. Je crois qu'on était à 100 000 précédemment et peut-être à 30 000 dans les années 60. Alors, est-ce que cette arrivée, ce solde migratoire positif, cette arrivée d'étrangers, pour vous, c'est une bonne nouvelle justement dans une société qui vieillit ? Moi, quand je vois, à Saint-Égidion, on fait les maraudes tous les mercredis soirs sur les quais de Seine, et quand je vois tous ces jeunes pleins de vie qui cherchent un avenir meilleur, ils ont quitté leur pays pour des raisons de guerre, mais pas seulement, pour plein de raisons différentes que j'évoquais par rapport à cette jeunesse, qui désormais, on est dans un monde mondialisé, c'est-à-dire aussi à dire les Africains sont comme ci, les Européens sont comme cela. Les jeunes aujourd'hui, c'est la génération Z, c'est la même. Donc quand je vois ces jeunes qui arrivent, qui sont en forme, qui veulent travailler, qui ont de l'énergie, certes, il y aura un travail d'intégration à faire.
Mais ce travail-là, on peut le faire nous, la société peut le faire. Et quand on voit de l'autre côté tout ce qui va nous manquer bientôt, là j'ai un problème au niveau pragmatique. Enfin, je ne comprends pas comment... Et je reviens sur la peur viscérale de l'autre. Et là, il y a un vrai souci, et c'est pour ça que je trouve le pape François et le pape Léon, comme vous disiez, Monsieur Leski, apaisants, mais parce qu'on a besoin aussi de discours non seulement apaisants, mais constructifs. Aujourd'hui, on est dans un discours sur l'immigration de peur, uniquement de peur. Alors qu'à un moment donné, il faut mettre les choses sur la table, dire voilà ce qu'on a aussi de manière factuelle et comprendre comment on construit la société de demain. Mais même vous, François Héran, vous êtes inquiet. J'ai trouvé cette phrase sous votre plume. Près d'un quart de la population liée à l'immigration, c'est la réalité de la société française. Environ 10 ou 11%, vous dites, soit plus de 7 millions de personnes de la première génération, et puis une seconde génération, 12 ou 13% de la population. Donc on a un quart de la population qui est d'origine immigrée. Je vous cite, près d'un quart de la population liée à l'immigration sur une ou deux générations, c'est beaucoup. C'est vous qui l'écrivez. Oui, c'est pour ça que, contrairement à ce que s'imaginent un certain nombre de gens, je n'ai jamais fait partie des gens qui sous-estiment l'importance de l'immigration et encore moins qui sous-estiment la progression de l'immigration. Enfin, mais les chercheurs dits de gauche, n'est-ce pas, dans lesquels on me classe volontiers, sont réputés minimiser l'immigration. Je n'ai jamais minimisé l'immigration. Ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je voudrais dire sur la question démographique, c'est que... Ce sera votre dernier mot. Voilà, c'est que c'est en 1972 qu'un premier pays européen, premier pays au monde, est entré dans ce qu'on appelle la seconde transition démographique, l'Allemagne, avec plus de décès que de naissances, suivi d'ailleurs par la Hongrie, qui était communiste à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un très grand nombre de pays, c'est la quasi-totalité des pays européens. La France est en train de rentrer dans le rang, d'une certaine manière. C'était une tendance qui était, et qui en grande partie due au fait que le baby-boom est fini. La grande parenthèse du baby-boom qui a duré 30 ans chez nous, alors qu'elle n'a duré que 4-5 ans en Allemagne, ça s'est terminé. Et donc, bien sûr, il y a moins de naissances, et il y a plus de décès parce que la montée de l'espérance de vie a retardé les décès et maintenant, ça y est, nous sommes au bord de l'extinction, n'est-ce pas ? Donc, tout ceci était complètement attendu. Il y a des quantités de pays qui vivent déjà cet état de choses, qui continuent de croître grâce à l'immigration. Ils ne sont pas morts pour autant, et c'est pour ça que... Alors, un dernier mot, mais en 5 secondes. De faire peur. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on oublie tout le temps que la France intègre. Voilà. Et il y a un phénomène d'intégration qui se fait, et du reste, on le voit symboliquement. Je veux dire, aux dernières élections municipales à Paris, au deuxième tour, il y a sur 3 candidats, 2 étaient issus de l'immigration. Alors et en plus, on va rester présentés par la droite, alors que dans les années 30, on n'aurait jamais imaginé ça. On va rester sur ce propos optimiste. Merci à tous les 3 d'être venus sur notre plateau. Didier Leski, François Héran et Valérie Régnier. Voilà, l'immigration, un sujet que nous n'avons pas épuisé ce soir, mais que nous avons, je crois, éclairé. Merci de nous avoir suivis sur KTO. Merci à vous. Merci.